dis clairement, elle me révulse. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Débat chaque soir en direct, ça vous regarde 19h30. Merci de votre fidélité. On parle ce soir de la police. Elle est en colère. 9 jours de protestation, de manifestation, de nuit debout, je mets des guillemets, effectivement, avec des policiers qui sont réunis, place de la République. On va y revenir évidemment, cagoulés pour certains parce qu'ils ont peur des représailles venues de la hiérarchie. Ils dénoncent des conditions de travail, protestent contre la politique pénale et la manière dont sont traités ou relâchés, disent-ils, certains multirécidivistes. Et ils se sont aujourd'hui rassemblés à l'Assemblée nationale. Manifestation sauvage qui n'était pas autorisée, soutenue par un certain nombre d'élus. On le verra dans quelques instants. Alors, est-ce que ces manifestants non syndiqués ou syndiqués sont manipulés, récupérés par des partis politiques? On va essayer d'en savoir plus parce qu'il y a eu cette petite affaire autour de cette personne, Rodolphe Schwartz, qui était un colistier d'un élu qui va s'exprimer dans quelques instants sur notre plateau. Il y avait beaucoup d'élus frontistes, mais aussi d'élus de l'opposition qui sont venus place là, à côté de l'Assemblée nationale, sur le pont de la Concorde. Une chose est sûre, et on va en parler longuement ce soir, les syndicats ont perdu la main avec leur base. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a des manifestants syndiqués qui aujourd'hui critiquent directement leur syndicat. On va y revenir. Il y a des réponses concrètes qui devraient être apportées ce soir par le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Les syndicats sont réunis en ce moment même avec le président pour évidemment faire partager leurs doléances. LCP.fr, vous connaissez l'adresse. Le JDD, notre partenaire. Il y a près de 1000 votants ce soir à la question qui a été posée. Puis hashtag c'est vert. Pour les tweetos, notre page Facebook, vous êtes les bienvenus évidemment pour vous exprimer librement sur notre page. Philippe Vigier, bonsoir. Président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Vous êtes député d'Eure-et-Loir. Vous avez posé une question aujourd'hui justement sur ce malaise chez les policiers et on l'écoutera. C'est le Premier ministre Manuel Valls qui vous a répondu. Alain Touré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député PRG du Calvados. Vous soutenez Emmanuel Macron. On l'a découvert, qui a présenté son organigramme aujourd'hui. Vous êtes avocat. Et vous avez beaucoup travaillé aussi sur des questions, on en parlera avec vous, de la fonction publique à travers un rapport concernant la fonction publique, parce que c'est les conditions de travail des policiers aussi qui sont en jeu dans ces manifestations. Valrand de Saint-Just, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes trésorier du Front National, conseiller régional, et j'évoquais tout à l'heure, et on en parlera, mais il était, ce Rodolphe Schwartz, votre colistier au municipal. On en parlera avec vous dans quelques instants. Axel Ronde, bonsoir. Vous êtes gardien de la paix, secrétaire général de la CGT Police Île-de-France. Alors je précise que si vous êtes avec moi aujourd'hui et ce soir, c'est parce que vous n'êtes pas invité à l'Élysée. Votre syndicat ne fait pas partie des syndicats représentatifs. On en parlera avec vous et évidemment c'est un point important. Merci à vous quatre. D'abord, ces images, parce que ça se passait sur le pont de la Concorde, ces images de manifestants, syndiqués ou pas, policiers avec leurs brassards, des femmes et des hommes qui se sont rassemblés d'une manière, je dirais, spontanée, et ça s'est passé comme ça, et ça se passe comme ça depuis 9 jours. Ce sont les réseaux sociaux qui organisent, ce ne sont pas les syndicats qui coordonnent, avec évidemment des collectifs et une volonté de faire entendre leur voix. Il y avait des élus sur cette place de l'opposition, et Gilbert Collard, entre autres, était sur la place. Écoutez-le. Je soutiens la colère légitime républicaine des policiers parce que j'ai été, avec Marion, le seul député à déposer une proposition de loi pour instituer la légitime défense en tant que présomption et que ma préoccupation législative est aujourd'hui complètement rejointe par les policiers qui manifestent. Et je pense qu'il serait grand temps qu'on accorde aux policiers le droit de se défendre et pas seulement l'obligation de se faire blesser, tuer sans réagir. Philippe Vigier, il y a plusieurs questions et plusieurs points soulevés par Gilbert Collard. Le droit de se défendre, on va y revenir parce que c'est une revendication. Est-ce qu'elle est possible et applicable? Mais sur la question de ce soir, un conflit très politique, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ces policiers sont spontanément allés dans la rue parce qu'ils n'en peuvent plus? Ou est-ce que derrière, à 7 mois d'une élection présidentielle, il y a comme ça des volontés peut-être de récupération des partis politiques? Non, moi je crois tout simplement qu'ils n'en peuvent plus. Faut voir les 18 derniers mois qu'ils ont vécu. D'abord, dans la question que j'ai posée au gouvernement, j'ai rappelé l'admiration de tous les Françaises et les Français, au travers eux, les parlementaires, pour le travail extrêmement difficile qu'ils font. La deuxième chose, c'est que le problème des moyens est posé depuis longtemps. Le problème des effectifs est également depuis longtemps. Les problèmes de la réponse pénale
également. Et donc, ces manifestations, nous les soutenons. Écoutez, il y a les parlementaires du groupe Vous étiez UDI qui sont allés à leur rencontre. Les membres de mon groupe sont allés à leur rencontre. Moi, j'étais dans l'hémicycle puisque je m'adressais au gouvernement, parce que c'est vrai que c'est une forme un peu particulière pour des policiers d'aller manifester. Mais là, ils sont à bout. Ils sont à bout parce que, manifestement, ce que j'évoquais tout à l'heure, moyens, une meilleure protection, parce qu'on a tous ces images en tête. De ces assassinats qui ont eu lieu, ces images de Magnanville, ces images de véhicules de police. Viry-Châtillon, c'est parti de là. Oui. Bien le maire de Viry-Châtillon, il fait partie de ma famille politique, de voir à quel point ce sont ces torches vivantes face à nous. Non, trop, c'est trop. Il faut qu'ils puissent se protéger et il faut qu'enfin ils assurent leur mission en sécurité pour eux. Alain Tourret, vous êtes sur la même ligne ce soir sur un mouvement, et on va y revenir, qui d'habitude est canalisé par des syndicats qui négocient en direct avec le ministère. Et là, aujourd'hui, ce sont des manifestants qui ne se revendiquent pas de leur syndicat, qui disent nous sommes des policiers de base et on veut être entendus. Ça vous surprend, ça, cette nouvelle manière de parler au gouvernement ? La rupture entre les syndicats et un certain nombre de forces vives qui travaillent, c'est une réalité, pas simplement dans la police. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est tout d'abord une question de moyens. Et nous avons trouvé une situation, et Philippe Vigier a eu l'honnêteté de dire qu'il regrettait effectivement tout ce qui avait été fait. Je l'ai dit cet après-midi. Et rappelons-le quand même, 13 000 suppressions de postes par M. Sarkozy. 13 000 suppressions de postes. Qui fut ministre de l'Intérieur. Ce que ça veut dire, 13 000 suppressions de postes. Deuxième chose, une diminution de l'ensemble des moyens à donner à la police et à la gendarmerie de 15%. Diminution des moyens. Troisième chose, j'avais noté en ce qui concerne les gendarmeries mobiles. Les forces mobiles, 15 unités de forces mobiles dissoutes. Voilà ce qu'il a fallu qu'on remonte. Mais ça ne se fait pas en un jour, un gendarme ou un policier, bien évidemment. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui a été fait depuis ? 9 000 créations de postes, 15% d'augmentation du budget, et nous venons de savoir qu'il y avait immédiatement 100 millions d'euros complémentaires qui étaient mis sur la table. C'est encore insuffisant. Parce que la situation, elle s'est tellement aggravée qu'il est naturellement nécessaire de pouvoir répondre avec d'autres moyens. Et ces deux autres moyens, ça doit être les moyens de la nation. Il doit y avoir cette garde nationale. Moi, je suis pour le service militaire, pour le réintroduire. Ça doit être également l'une des réponses. On peut discuter de tout cela, mais il faut qu'il y ait une réponse globale de l'ensemble de la nation. Et je voudrais tout d'abord dire que je suis moi-même un fils de militaire. On a vécu dans ma famille avec l'obligation de se donner totalement jusqu'à l'extrémité pour la France et pour la nation. Et je suis très ému quand je vois que 2 policiers, commissaires, ont été assassinés. Et ce que j'aurais aimé, c'est que ce petit enfant de 3 ans, eh bien, il soit adopté par le président de la République. Et ça me semblerait être une excellente chose, qui aurait été un symbole fort. C'est ce qu'on faisait jadis dans les familles nombreuses. Et pourquoi ne l'avoir pas fait à ce moment-là ? Je le regrette. Ça peut encore être fait. Valorant Saint-Just, vous êtes, j'imagine, en phase avec ce que dit Alain Tourret ? Pas tout à fait. Pas tout à fait ? Si vous me permettez. Le manque de moyens ? Oui, le manque de moyens, c'est une chose. Mais vous savez aussi, Monsieur Tourret, et là, vos amis ont aggravé les choses par rapport à M. Sarkozy, il y a un manque de volonté politique dans les instructions et dans les couvertures données à la police et dans le fonctionnement de la justice. Moi, j'ai là les revendications qui m'ont été données cet après-midi à la Concorde par quand même les organisateurs. Enfin, bon, mais il y a des gens quand même qui ont rédigé ça. Syndiqués ou pas ? Comment ? Syndiqués, ces personnes, ou policiers de base comme Non, policiers de base, ils sont venus, nous ont donné. Bien sûr, je l'ai dit. Hein, oui, il y a syndiqués ou pas. Mais ils sont asyndical et apolitiques. Principale revendication pour ce faire. Nous demandons instamment aux autorités de cesser de dévier nos missions sous des prétextes politiques, notamment pour tout ce qui concerne les zones de non-droit. Mettez de l'ordre, mais ne faites pas de vagues. Ne rentrez pas dans les cités sensibles. Ça, c'est la préfecture ou les autorités supérieures. Mais les autorités supérieures qui exécutent les ordres des autorités politiques. Et c'est ça le drame. Et c'est pour cela que cette révolte hors des cadres syndicaux est quand même très spontanée, a lieu en ce moment. Et elle est beaucoup plus profonde qu'un simple manque de moyens. Elle est vraiment... ils disent, on peut arrêter les gens, on est prêt à les arrêter, on reçoit le coup de téléphone, retirez-vous parce que le week-end va mal se passer dans telle ou telle cité. Ne faites pas de vagues. Le leitmotiv assez fréquent des autorités. Ça, ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, les citoyens français n'en peuvent plus non plus. Et c'est vraiment une vague de révolte
sur ce point-là qui se lève en ce moment. Axel Ronde, vous êtes un gardien de la paix, vous représentez la CGT sur ce plateau. Alors je précise que c'est pas la CGT communication pour que les choses soient dites ce soir sur ce plateau avec cette affiche, c'est-à-dire qui a été d'ailleurs de nouveau pointée du doigt dans l'hémicycle par le ministre de l'Intérieur, mais vous êtes un policier. Ce soir, vous n'êtes pas invité à l'Élysée. Ce mouvement, quel est-il? Qui sont les gens dans la rue qui, depuis 9 jours, se déplacent, vont devant les palais de justice, crient Cazeneuve démission, Falcon démission? Qui sont-ils? Ce sont des collègues de terrain, ce sont des collègues de la base, hein. Ce sont des gardiens de la paix qui ont un ras-le-bol général. Alors on parle effectivement des conditions, mais on ne parle pas surtout les problèmes qu'il y a avec la hiérarchie directe. Oui. Ça, il y a énormément de problèmes, les pressions hiérarchiques. Ce que dit Valorant Saint-Just, vous l'entendez, ça, c'est cette revendication? Surtout pas de vagues, posez pas trop de problèmes. Alors, c'est pas une question de pas de vague, c'est surtout la terreur. D'ailleurs, on le voit bien, la première réponse qu'a eu M. Falcon, le DGPN, Oui. quand il y a eu ces manifestations, c'est on va sanctionner. Voilà, ça c'est le réflexe police, on sanctionne. On ne veut pas savoir pourquoi il y a un problème, on sanctionne, c'est la première chose. On fait remonter des informations par le biais de certains syndicats, ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas les... Pourquoi d'ailleurs ces syndicats? Parce que c'est un peu leur boulot, non, de base, d'écouter les... Malheureusement, nos syndicats, ils ont pris l'habitude d'être, on va dire, d'avoir un confort. Donc pourquoi est-ce qu'il y a tant de policiers qui sont syndiqués? C'est parce qu'ils s'occupent des avancements et des mutations. Donc nous demandons aujourd'hui... Et des pistons, dit le Canard enchaîné, en place le fiston à Marseille. C'est ça. Mais nous demandons, nous demandons, à la CGT Police, l'arrêt de cogestion entre l'administration et les syndicats sur les mutations. Nous demandons un audit par l'inspection générale de la fonction publique sur les mutations dans la police nationale. Nous voulons voir comment ça se passe à l'éducation nationale, dans d'autres corporations de la fonction publique, comment se passent les mutations, et on va calquer ce modèle dessus. Et nous demandons... J'ai entendu dire aussi qu'à l'éducation nationale, il y avait un peu une cogestion de certains syndicats, mais peut-être me trompais-je. J'ai pas dit que c'était que à l'éducation nationale. Voilà. Prendre le meilleur de chacun et trouver le meilleur modèle. Comme ça que l'autorité politique a réussi à mettre le grappin sur les syndicats. Philippe Vigier, Alain Touré, juste un mot, parce qu'on va voir un sujet qui va nous éclairer sur, en tout cas, cette analyse, mais vous qui êtes des élus de la République, cette cogestion qu'on lit depuis longtemps, ce n'est pas que sous l'ère de la gauche, des syndicats de police avec l'autorité administrative et politique, est-ce qu'il faut la briser? Le Canard enchaîné aujourd'hui dévoile que l'entretien des syndicalistes détachés, qui sont des policiers, qui deviennent donc des syndicalistes, ça coûte 54 millions d'euros. Ce sont 100 emplois temps plein qui sont utilisés à faire donc du syndicalisme, donc de la cogestion. Est-ce que ça, vous dites, c'est le système qui fonctionne, ou est-ce qu'on casse ce système? On invente autre chose? Et c'est des fausses solutions. On croit qu'à un moment donné, on va avoir la paix sociale, y compris avec les forces de police qui dépendent de vous, parce qu'on discute avec eux. Le pouvoir politique, ça doit être le pouvoir politique. Le pouvoir administratif doit obéir au pouvoir politique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous êtes d'accord? C'est la première chose. Mais n'oublions pas quand même que les ordres, c'est pas le pouvoir politique qui les donne, de charger ou pas. Ce sont les directions ici des CRS, ici de la gendarmerie mobile. Avec un préfet au-dessus. On en doute quand même, on a bien vu sur les lois du travail qui ont été passées et les ordres qui ont été donnés. Oui, non, mais il y a forcément des instructions générales. Mais je voudrais aussi rappeler que nous ne sommes pas en face de gens qui sont identiques à tous les autres. Est-ce que le droit de grève existe dans la gendarmerie? Non. Est-ce qu'il existe dans la police? Non. Il existait, on nous l'a retiré. Il n'existe pas. On nous l'a retiré. Est-ce que l'on n'a pas l'obligation de faire preuve de réserve? Est-ce que l'on a le droit de manifester en armes et en uniforme? Non. Donc les manifestations sont interdites, là. Mais bien évidemment, il n'était pas question... Plus de discours, quand on ne peut pas avoir un interlocuteur, forcément ça explose. Convoque. C'est évidemment pas, normalement, à mon avis, pour sanctionner, mais pour rappeler un certain nombre de concepts déontologiques qui forment les bases même de la République. Philippe Vigier. On ne peut pas admettre n'importe quoi des forces de l'ordre de la République. Qui sont effectivement, qui ont mis leur brassard. N'importe quoi de nos hommes politiques. Le problème, c'est que ça a trop duré depuis trop longtemps. Je pense on n'est pas écouté. Philippe Vigier, on va vous écouter. Le drame que l'on vit, c'est le divorce complet entre le monde syndical, qui est censé représenter les salariés. Je rappelle quand même que la France, c'est le pays d'Europe où il y a le moins de représentants du personnel. Un taux de pourcentage de syndicalisation qui est autour de 8%. Donc au bout d'un moment, c'est un divorce entre les policiers, mais c'est valable pour toutes les corporations, et ceux qui les représentent, avec cette cogestion qui n'est pas saine. Je dis bien qui n'est pas saine, et il faut sortir de tout cela. En tout cas, non, nous n'avons pas condamné le fait qu'ils aillent dans la rue avec les gyrophares. C'est sûr que c'est des images un peu nouvelles, mais
c'est à la hauteur du drame qu'ils vivent au quotidien. Je crois qu'il faut qu'on en ait conscience. Pardonnez-moi, mais ces images, moi, je les garderai toujours, vous voyez, en tête. Et quand on voit comment, à l'hôpital Necker, cet hôpital a été dégradé, des vitres ont été brisées, insupportable, s'attaquer à un endroit où on soigne. Enfin, il y a un problème, ces casseurs, on les identifie, on les arrête. Le drame aussi. Et je l'ai dit d'ailleurs, c'est de la malveillance politique. La police était là, elle a eu interdiction des arrêtés. Écoutez, moi, il fallait qu'ils cassent. Là, monsieur, je n'ai pas les ordres écrits de la police ou les ordres. J'ai du mal à penser une seule seconde qu'ils n'ont pas essayé de les interrompre. Écoutez, en tout cas, on voit bien en tout cas sous le règne de M. Sarkozy ce qui s'est passé avec M. Buisson qui a bien dit sur le CPE, et moi j'étais en maintien de l'ordre sur le CPE, on se demandait pourquoi on n'intervenait pas sur certains endroits où on savait qu'ils étaient là, les casseurs, pourquoi on n'avait pas les instructions. M. Buisson nous le dit, enfin... On était sur le terrain, donc il y a les regroupements. Il dit, Nicolas Sarkozy a laissé faire. A laissé faire. Et aujourd'hui, nous voyons avec la loi du travail, et nous avons été le premier syndicat à le dénoncer, qu'il y avait effectivement des éléments perturbateurs qu'on avait identifiés en amont des manifestations. On les avait identifiés, on pouvait les interpeller. Les ordres n'ont pas été donnés. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mouvement. L'argument de très librement, il n'y a pas de place pour le laxisme. Me semble-t-il, on peut mener des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. C'est le rôle de la police, des polices. Quand il y a des casseurs face à nous qui sont masqués, moi, j'attends une chose des forces de l'ordre, qu'ils aillent les arrêter. Et après, la justice fasse son boulot et simplement qu'on les retrouve pas, je termine, et qu'on les retrouve pas quelques jours plus tard dans la rue face aux mêmes policiers. Simplement, quand on dit simplement que la justice ne fait rien. J'ai noté là, en 2015... il ne faut pas caricaturer. Parce que ça n'est pas bien. Attends, Philippe. En 2015, vous ouvrez une autre 860 condamnations pour infraction envers des policiers et des gendarmes. Je réponds à Alain Touré. Deuxième chose, 90% de prison ferme lorsque les ITT sont supérieurs à 8 jours et 8 mois de prison ferme en moyenne dans 60% des cas. Ça ne s'est jamais... la justice l'a dit. Il y a quand même un gros problème. La justice elle-même n'a pas de moyens. La justice en même temps est très politisée et le syndicat de la magistrature a fait énormément de mal. Et en même temps, l'institution judiciaire est méprisée comme l'institution policière par les plus hauts responsables de l'État. Je rappelle quand même, c'est insupportable, Nicolas Sarkozy les juge, des petits pois. Hollande, dans son livre aux journalistes, ce qu'il dit des magistrats est insupportable. Et maintenant, Alain Juppé, qui nous dit « Je n'aime ni les flics ni les juges ». Sur Alain Juppé, pardonnez-moi, je ne laisserai pas dire. Vous soutenez Alain Juppé. Ses propos ont été démentis. C'est pas simplement parce que le soutien. Non, il les a tenus. Non, mais attendez, laissez-les exprimer. C'est important, ça c'est un point important. Ont été démentis. Donc, moi, je fais ce que vous voulez, mais ce que je n'ai pas lu de mes yeux, eh bien, à ce moment-là... Ou entendu de vos oreilles. Regardez le sujet de Béatrice Finzan. Justement, c'est un retour assez précis sur ce qui se passe depuis 9 jours, à travers ces policiers, syndiqués ou pas, policiers de base qui manifestent, avec cette volonté, en tout cas, vous allez le voir dans son sujet, eh bien, de se faire entendre au-delà de leur syndicat. Regardez ce sujet de Béatrice Finzan. Ils sont venus manifester leur ras-le-bol, une fois de plus. Un coup de colère destiné cette fois-ci à l'attention des députés. Un rassemblement de la base, hautement symbolique, qui se veut asyndical et apolitique. Mais cette grogne est tout sauf apolitique, alors que les syndicats de police rassemblés de leur côté devant le palais de justice crient à la récupération. Celui qui affiche sans complexe son soutien à Nicolas Sarkozy monte au créneau. Ces policiers, je les respecte, parce qu'il y en a de chez nous, il y en a d'autres organisations syndicales. Ce que je ne respecte pas, c'est ceux qui leur confisquent la parole. Ce sont ceux qui les manipulent. Ce sont ceux qui font ça à des fins politiques. Parce que regardez bien quand même qui est derrière tout ça. Des non-policiers, des avocats. Regardez où les gens défilent. Interrogez-vous un peu, plutôt que de donner la parole à des gens qui ne représentent pas la police nationale. Des défilés parfois lourds de sens, comme celui-ci. Entonner la Marseillaise au pied de la statue de Jeanne d'Arc, symbole hautement frontiste, l'image n'est pas anodine. Depuis 10 jours, les rassemblements de nuit se multiplient, à chaque fois
en des lieux chargés de sens. C'est une vocation pour beaucoup d'entre nous d'entrer dans la police, et quand on voit ce qu'on nous donne, le moyen, le mérite qu'on peut avoir, et ben voilà, on est dégoûté, on en vient avoir un ras-le-bol, même si on s'est dit qu'on aurait toujours la foi, ben non, il y en a ras-le-bol. Le mouvement essaie d'être récupéré par les syndicats, manifestement. On a déjà vu par le passé ce que ça donnait, c'est étouffé et puis il n'y a pas de suite. Donc là, c'est vraiment un mouvement qui part de la base, sans mot d'ordre syndical, et vraiment, c'est entre guillemets, on pourrait dire le peuple qui parle. Une parole comprise, mais qui inquiète à 6 mois de l'élection présidentielle. Oui, il faut les entendre, il faut les écouter, mais j'ai envie de leur lancer un message dès aujourd'hui, qu'ils ne se trompent pas d'ennemi. Leur ennemi, c'est pas nous, c'est pas la gauche, avec justement tous les moyens qu'on a mis, il faut sans doute poursuivre. Et leur ennemi, ce n'est pas la justice. Nous avons besoin de la police et de la justice. C'est extrêmement important de s'appuyer sur ces deux piliers qui sont la base de notre démocratie. Donc ne jetons pas de l'huile sur le feu comme le font certains. Une division sur laquelle s'empresse de jouer l'opposition. Qu'ils soient policiers, gendarmes, pompiers, médecins, secouristes, ils n'en peuvent plus de l'impunité et de votre manque d'autorité. Chaque nuit, les policiers se rassemblent dans toute la France. Les policiers, je les rencontre tous les jours et depuis des années. Ils manifestent effectivement une colère. Mais la colère qu'ils manifestent, ils la manifestent surtout à l'égard de l'état de déshérence dans lequel vos amis ont laissé la police et la gendarmerie et que nous sommes en train de corriger par nos décisions. Et rien de votre démagogie ne parviendra à les convaincre parce que par votre démagogie, vous les méprisez et vous abaissez la parole politique. Des revendications exprimées auprès du ministre de l'Intérieur, qui a reçu les syndicats de police mercredi dernier. C'est au tour de François Hollande de les rencontrer et de faire des propositions. Une visite qui pourrait réunir enfin l'ensemble des policiers et repousser la menace de l'extrême droite. Voilà, réglons cette affaire sur la politisation, parce que c'est vrai que ce Rodolphe Schwartz a été votre colistier au municipal, et évidemment cette photo, alors j'ai lu dans la presse qu'elle avait été comme ça opportunément jetée en pâture pour briser le mouvement de manifestations spontanées, peut-être, mais en tout cas c'est vrai qu'il a été votre colistier, il n'est plus policier, et c'est vrai qu'il s'est retrouvé à faire l'intermédiaire auprès de policiers qui en étaient de vrais, enfin on se dit, et il dit qu'il n'est pas au Front National, il est au Front National ou il n'y est pas ? Écoutez, moi j'ai appris le nom de ce monsieur Schwartz il y a quelques jours. Mais vous savez, à Paris, il y avait 20 listes. Donc vous ne connaissiez pas Non, pas du tout. Il y avait 20 listes, 560 candidats. Il était 32e dans le 18e arrondissement. D'accord. Je connaissais la moitié des colistiers, les autres je ne connaissais pas. Et Rodolphe Schwartz, je ne sais pas qui est. En plus, il a un peu raconté n'importe quoi. Il a dit que c'était un anonyme, que c'était pas lui qui était sur la liste du Front National. Non, moi je pense que par l'intermédiaire de Rodolphe Schwartz ou par quelque intermédiaire que ce soit, nous n'avons jamais eu la volonté ou l'occasion de pousser ou d'organiser ces manifestations. Et on ne peut jamais dire qu'on les récupère. Quand un responsable politique va auprès d'une catégorie de citoyens qui souffrent et qui crient sa colère, il ne récupère pas, fait son boulot, c'est tout, de quelque bord qu'il soit. Et cet après-midi, encore une fois, à la Concorde, il y avait tous les bords politiques, encore une fois, sauf les Verts. Sauf les Verts, avec une forte représentation des élus, sénateurs, députés du Front National. Oui. Philippe Vigier. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'était tout cela. Est-ce que, c'est une question importante, parce que c'est aussi la sociologie électorale qui est en jeu, est-ce qu'aujourd'hui la police en majorité a glissé vers le Front National? Est-ce que, indépendamment de sa récupération, on peut dire aujourd'hui que des policiers, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on peut lire, sont de plus en plus attirés vers le Front National? Est-ce que c'est une crainte pour vous? C'est une crainte, mais c'est au pouvoir politique en place et à ceux qui ont vocation à prendre les responsabilités l'année prochaine de faire en sorte qu'on apporte des réponses. En fait, le sujet, c'est ça. Quelle réponse on apporte? On a parlé des moyens, oui, les heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Un policier me confiait qu'il a 4000 heures. 4000 heures, c'est 2 ans de travail. Est-ce qu'on peut laisser une profession comme ça? Certainement pas. J'ai parlé des moyens. Les effectifs, il faut les accroître encore. Il faudra probablement encore 10 000 policiers en plus et gendarmes. Et je dis à Alain Tourret que c'est bien de sortir des statistiques sur la durée d'emprisonnement. Mais il y a 3 ans, la situation n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Et plus il y a de délits, plus il y a de crimes, plus il y a de dégradation de la sécurité publique et naturellement, plus il y a de jugement. Du terrorisme, des arrestations. Pas que l'état d'urgence dans ce pays, ça fait quelques mois qu'il a été mis en place et qu'on nous dit régulièrement, moi qui vais tous les 15 jours à Matignon lorsque le Premier ministre informe les présidents de groupes parlementaires sur la situation du pays par rapport au terrorisme, on dit nous sommes en alerte
maximum. Mais sur la réponse judiciaire, il y a un mot quand même, 2 mots. Le premier, quand Madame Le Petit, Parti Socialiste, nous explique que les magistrats... La gauche, c'est pas l'ennemi, elle dit. Pas l'ennemi. Enfin, pardonnez-moi, c'est le président de la République, garant des institutions, qui devrait protéger par essence l'institution judiciaire et qui a tenu des propos qui le disqualifient complètement. Là, c'est la faillite. Faites référence au livre L'homme d'Havey. Discrédité pour longtemps de tout jugement de valeur sur la justice, qui doit avoir plus de moyens. C'est vrai. Parce que quand on regarde par rapport aux grandes démocraties qui nous entourent, moi je voudrais juste entendre Alain Touret. Les démocraties qui nous entourent, les moyens qu'on met sur la table pour la justice sont notoirement Vous êtes insuffisants. des élus ici à l'Assemblée, mais aussi des élus locaux. Ces policiers, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'ils en ont ras-le-bol, parce que la manière dont ils travaillent font qu'ils arrêtent un voleur, il ressort le lendemain, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit, ce sont des policiers qui aujourd'hui sont attirés de plus en plus par le Front National. Est-ce que vous avez cette impression ? C'est ce qu'on lit, Politis a fait sa une sur la police, il y a des sondages qui le disent. Il se dit effectivement à travers des sondages qu'il y a une appétence d'un certain nombre de représentants des forces de l'ordre pour aller vers le Front National. Quand bien leur fasse, mais je crois qu'ils se trompent. Mais surtout, ce qui me semble très important, c'est que la politisation des forces de l'ordre, ça n'a jamais été une bonne chose. Jamais. Des forces de l'ordre ou des patrons de syndicats? Des forces de l'ordre. Parce que Jean-Claude Delage, il est très proche de Nicolas Sarkozy. La politisation des forces de l'ordre n'est pas une bonne chose. Elle représente un risque pour la République. J'ai en souvenir de ce qui s'est passé en 1958. Nous devons faire extrêmement attention, y compris ceux qui, comme vous, vers qui ils seraient susceptibles d'aller. La République, c'est quelque chose que l'on chérit, auquel on tient beaucoup. La République, si ses fondements sont susceptibles d'être attaqués par des révoltes des forces de l'ordre, c'est une très mauvaise chose. Oui, quand les forces de l'ordre se révoltent, c'est pas bon signe. Personne ne dira le contraire là-dessus, y compris les délégués syndicaux. Ce sont les causes des révoltes. Axel, vous avez bougé la police ce soit... Vous qui représentez la police sur ce plateau, est-ce que ces sondages vous semblent justes? Est-ce que des collègues à vous parlent d'une exaspération, un ras-le-bol? Je ne sais pas d'où sortent ces sondages déjà. Je ne vois pas où ils ont été faits ces sondages. Donc moi je n'y crois pas. D'ailleurs on a un sondage qui est pas un sondage, mais il y a un syndicat qui est proche du Front National, c'est France Police. France Police a fait 0,5%, même pas, aux dernières élections professionnelles dans la police nationale. Donc c'est vraiment un mensonge de dire que les policiers vont les bras ouverts au Front National. La police, elle est républicaine. Les policiers font leur travail comme on leur demande. Ça, c'est la théorie, ça. Non, mais c'est la réalité. La réalité du terrain. Maintenant qu'il y a des gens qui votent Front National, ben, ça, c'est leur problème, j'ai envie de dire. Chacun vote comme il a envie. Nous sommes des citoyens. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des citoyens. Et nous votons comme on a envie de voter. C'est tout. Maintenant, dire que le mouvement a été récupéré par le Front National, c'est totalement faux. Totalement faux. Les collègues veulent une chose, c'est ils en ont marre qu'ont des politiques qui ne comprennent rien du tout à ce qu'ils vivent. Ou des syndicats, parce que vous êtes très en colère contre les syndicats. Ou des syndicats, mais nous ne sommes pas représentatifs, donc moi je ne m'inclus pas dedans, parce que nous ne participons pas à la réunion avec le président. C'est quand même assez étrange qu'un syndicat dit de gauche ne participe pas à une réunion alors qu'on était reçus sous l'époque de Sarkozy. C'est assez bizarre. Vous n'êtes pas surpris pour la loi El Khomri. Pour la loi El Khomri, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été la même chose. Le gouvernement a discuté avec la CFDT et a laissé de côté la CGT. Là encore... Ou inversement parfois. La gauche, elle est formidable. Ouais. Le dialogue social, c'est important sur les fondements, la justice, évidemment, qu'on doit chérir, qu'on doit protéger. Et je vois qu'ils ont cassé le front syndical. Voilà. Oui. Eh bien, c'est la négation de tout. Juste un petit mot sur les 54 millions, parce que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, vient de sortir et fait des annonces après cette longue réunion de 2 heures avec les syndicats de police. Et on va les commenter. Il évoque une enveloppe de 250 millions d'euros débloquée pour les moyens. C'est 100 millions, c'est 250 millions. C'est beaucoup plus. Et il parle évidemment de réfléchir. Et en mois d'octobre, c'était 600 millions qu'on nous avait l'année dernière. C'est vrai que c'était 600. Est-ce que ça va se rajouter Sur les 250 millions d'euros, vous dites c'est une promesse, j'ai envie de voir. Est-ce que concrètement, après les attentats, le ministre de l'Intérieur avait indiqué que chaque commissariat serait doté de nouvelles armes plus puissantes, de gilets pare-balles, dont seraient dotés tous les policiers? Est-ce que concrètement, ces gilets pare-balles, ces armes ont été livrées dans les commissariats? Non, mais je vais vous donner une anecdote. Moi, je suis sur le terrain, je ne suis pas détaché en permanence, j'ai 50 jours de détachement syndical. Mon gilet pare-balles, ça fait 2 ans que je demande à le changer. Le pack balistique a été touché. Hier, je suis allé prendre les mesures pour avoir mon nouveau gilet pare-balles. Parce que en plus, les gilets pare-balles ont changé. Dans le vestiaire, donc à l'habillement, on m'a dit de tout faites attention parce que la taille, ça va changer, parce que nous n'avons pas les gilets pare-balles pour la mesure.
C'est-à-dire qu'ils nous mesurent avec les anciens gilets pare-balles, ils n'ont pas été capables d'avoir un échantillonnage des nouveaux gilets pare-balles. Donc vous me dites quoi? Vous n'êtes pas sûr d'avoir un gilet pare-balles? Je suis pas sûr d'avoir la bonne taille, donc forcément je vais le renvoyer si ça va pas. Il faut l'acheter avec votre propre argent, c'est ce que faut. Voilà, beaucoup de collègues font ça. Regardez la revendication de cet après-midi. La revendication de cet après-midi. Une lampe torche par personnel travaillant la nuit. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas une lampe torche par personnel travaillant la nuit. Voilà. Alain Touré. Mais ça dure depuis des années. C'est pas que la gauche. Non, ça fait au moins 15 ans que c'est le problème est là-dedans. La police là qui commence à grogner sérieusement au nom de la base, le ministre avait annoncé un apport de matériel, d'armes plus puissantes, de gilets pare-balles. C'était important en présent. Ça n'a pas été livré, mis quand même. Là, il y a un vide. De l'argent, on en trouvera toujours pour les forces de sécurité. Les choix politiques doivent là, il y a 250 millions. S'imposer. On nous dit qu'il va y avoir 250 millions. Ça me semble indispensable que cela soit fait. Moi, je veux que la police, je veux que la gendarmerie ait les moyens d'agir avec le maximum d'efficacité. Voilà, c'est le bon sens même. Si les hommes politiques de droite ou de gauche ne sont pas capables de répondre au bon sens, qu'ils s'en aillent. Il y aura bien d'autres personnes pour les remplacer. Non, mais là, on voit bien ce constat dont vous parlez avec le gilet pare-balles, c'est le plus bel exemple où la lampe torche. Est-ce que oui ou non? On achète son matériel, c'est ce qu'on lit. Et j'avais même vu dans un article des gants pas de bonne qualité qu'il fallait également acheter. Est-ce que oui ou non, on se donne les moyens? Je pense qu'on va avoir un discours commun avec Alain Touré là-dessus. Sur la défense, on sait très bien qu'à 32 milliards, le compte n'y est pas, qu'il faut au minimum avoir 40 milliards si on veut être capable d'avoir une défense opérationnelle, je parle du ministère de la Défense, et notamment avoir une garde nationale, avoir la possibilité d'engagement pour des femmes et des hommes qui veulent aussi participer à la sécurité de leur pays. La deuxième chose, sur les matériels, j'entends cette enveloppe. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas une promesse sans lendemain, parce que là, il y a une exigence. 250 millions d'euros. La troisième chose, sur les postes. C'est vrai qu'il y a eu ces suppressions sur le quinquennat. Donc il faut compenser. Mais le problème, c'est qu'entre le moment où on dit qu'on ouvre le poste et au moment où il est pourvu, et là-dessus, les chiffres de la Cour des comptes sont tout à fait évocateurs. Il y a un temps qui est trop long. Il faut accélérer le recrutement, accélérer les cursus de formation. Et nous disons d'ailleurs avec Alain Juppé qu'il faut 10 000 personnels en plus. Parce que... Au moins. Police. Ça serait déjà, et ça serait, et je reviens, je pense qu'Alain Touré ne me démentira pas, et là, c'est un choix politique, c'est un choix stratégique. Regardez, on a créé, soi-disant, 60 000 postes dans l'éducation nationale. En fait, en réalité, 32 000, chiffre Cour des comptes. On aurait peut-être dû faire un effort complémentaire sur les forces de police et de gendarmerie. Voilà. Alors, et non, ce choix. Deux thèmes. Les collectivités territoriales ont créé 500 000 postes en 10 ans. J'aurais préféré, mais c'est autant de coûts. J'aurais préféré que plutôt que de créer 500 000 postes dans les collectivités territoriales, on crée 30 000 Deux thèmes, Philippe Vigier. Dans les forces de l'ordre et les... Pardonnez-moi, on est sur des missions, on est pour un mot, on est sur des missions de l'État. C'est bien pas des collectivités territoriales, mais là, nous sommes sur les missions d'État. Globalement, il y a un coût général pour la nation. La gauche a voulu nous endormir en disant il faut 60 000 enseignants en plus. Oui, vous l'avez dit. Est-ce que les résultats sont mieux à l'heure actuelle? Valence injuste. Deux thèmes pour nos quatre invités et ceux qui nous regardent ce soir. La question de la légitime défense est évoquée par le ministre ce soir. Il dit je vais réfléchir à cette revendication. Est-ce que vous souhaitez que les policiers soient en mesure d'être dans le cadre d'une légitime défense? Ça peut être une réponse très rapide apportée à tous ces policiers. Leur dire, on va vous considérer, on va vous donner des ordres précis permettant vraiment de réprimer la criminalité et la délinquance, et nous allons demander à la justice, par les procureurs de la République et procureurs généraux, de vraiment réprimer. Et puis, parce que je pense que le moment est venu, nous allons calquer. Il faut s'expliquer, parce que c'est un peu particulier, mais nous allons calquer le régime de l'utilisation des armes létales, c'est-à-dire des armes qui peuvent tuer, de la police nationale sur celui de la gendarmerie. Le texte existe parfaitement. On réglera d'ailleurs ce problème de la légitime défense parce que ça rentre dans la légitime défense. Ce qui permet donc de faire quoi aux gendarmes, concrètement? Je ne veux pas lire, mais... Parce que c'est le gendarme et qu'on l'applique aux policiers. C'est simple. Le gendarme peut utiliser son arme létale lorsque les violences ou voies de fait sont exercées contre eux et lorsqu'ils sont menacés par des individus armés. Ont disparu la question notamment de proportionnalité exigée par la légitime défense de droit commun. Il suffit entre guillemets, qu'il soit exercé des violences et des voies de fait. Et à Viry-Châtillon, dès que le pare-brise arrière de la bagnole a été cassé et que le cocktail Molotov a été entré, les gendarmes auraient eu droit de tirer immédiatement. Il faut que les policiers puissent le faire. Philippe Vigier. Surtout les policiers, que faisaient des policiers à garder une caméra?
Quel est l'intérêt de mettre 2 voitures de police pour garder une caméra? La prochaine fois, on mettra une caméra, un camion de pompiers et 2 voitures de police. Lorsqu'ils ne peuvent pas défendre le terrain autrement. Laissez finir, c'est un point important. Philippe Vigier, on applique cette règle gendarme aux policiers? Il faut l'appliquer et ça peut se faire rapidement. Juste un mot. Est-ce que oui ou non, à l'heure actuelle, la possibilité de légitime défense qui est octroyée aux gendarmes a posé problème? Je pose la question à tout le monde. Non. Est-ce qu'il y a eu des dérapages qui ont été signalés? Je pense, de mémoire, il y a eu urgence. Je rappelle d'ailleurs qu'après juste après les attentats, on avait fait une autre proposition d'ailleurs qui a été reprise. C'était le meilleur ami député de notre groupe qui l'avait faite. C'est que les policiers, les gendarmes puissent rentrer avec leur arme de service. C'est vrai. Je vous rappelle. Et en civil, oui, c'est une demande. Que nous avons. C'est une demande. Il faut noter que désormais. Quelle est votre position sur la légitime défense? Il faut le faire. N'est pas adapté au port civil. Le problème, il est là, c'est que on a demandé qu'on nous donne des plus petites armes. Hein. Il y a toutes les dimensions. Là, c'est une grosse arme que nous avons. Mais c'est une avancée que nous avions. On avait déjà. On pouvait ramener son arme chez soi, sauf après 3 jours, si on avait 3 jours de repos. Mais sinon, pendant le week-end, de façon systématique. Oui, on pouvait, si on voulait. On pouvait garder. Alain Touré, sur ce point, nous demandons une arme adaptée pour ça. En ce qui concerne l'équivalence de la notion de légitime défense pour la gendarmerie et la police, j'y suis tout à fait favorable. J'estime en effet que la formation des policiers, qui était donnée comme étant moins bonne que celle des gendarmes, parce que les gendarmes, ce sont des militaires. Oui, c'était ça. Les policiers, ce ne sont pas des militaires. Tout à fait. Et donc, il y avait le vieux réflexe de dire les militaires respectent plus le droit, et à partir de ce moment-là, on doit leur faire plus confiance. Moi, j'estime maintenant, alors même que la criminalité, elle est urbaine, et que l'on se trouve en présence il faut leur donner les moyens d'actes de guerre qui sont faits. Quand le président de la République et quand le Premier ministre nous disent « nous sommes en état de guerre », ben, si nous sommes en état de guerre, il faut répondre avec les moyens de la guerre. Donc, vous êtes favorable. À partir de ce moment-là, personnellement, j'y suis favorable. Donc, une loi à l'Assemblée. Ce n'est pas difficile de le faire. Il faut 3 ans pour former un gendarme ou un policier. Là, on peut le faire rapidement. Deux sortes de choses. Un, il faut que la menace soit réelle. Mais oui. Il faut que la menace soit réelle. Autrement dit, quelqu'un qui s'enfuit, on ne doit pas pouvoir l'abattre. Dans le dos. Ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Mais les gendarmes, ils ont les sommations. Les gendarmes ont le droit d'utiliser leurs armes. Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de halte gendarmerie fait à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leur investigation. Non, mais quand quelqu'un simplement vous insulte, vous lui dites arrêtez là, il s'enfuit, on ne va pas lui tirer dessus. Ça n'a jamais arrivé. Faisons très attention. On est tous d'accord pour dire qu'il ne doit pas y avoir un permis de tuer. On est tous d'accord pour dire qu'il faut que ça soit encadré. On est tous d'accord pour dire que les conditions sont différentes maintenant qu'auparavant. Axel Ronde. À partir de ce moment-là, gendarmes et policiers doivent répondre. À l'heure actuelle, un grand criminel qui s'échappe à la vue des policiers, les policiers n'ont pas le droit de tirer pour l'arrêter. Pas le droit. S'ils tirent, c'est la cour d'assises. En matière d'évasion, vous avez le droit de tirer. Axel Ronde, je ne vous ai pas entendu. D'évasion. Alain Touré, Philippe d'arrestation. Axel Ronde, Valrand Saint-Just. On a un policier. Est-ce que vous y êtes favorable à l'idée qu'on puisse transposer à travers une loi qui serait débattue ici à l'Assemblée nationale, que vous ayez les mêmes possibilités que les gendarmes avec les fameuses sommations? Vous y êtes favorable? Je suis favorable. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on va avoir un entraînement au tir? Parce qu'actuellement, nous avons 3 tirs obligatoires de 90 cartouches. Il faut savoir qu'avant les attentats, il n'y avait plus assez de cartouches, on n'en tirait que 30. Donc le problème il est là. Après les attentats, on a voulu mettre des fonctionnaires de police avec des PM, donc les pistolets mitrailleurs. On s'est rendu compte que les collègues n'étaient pas habilités, n'avaient pas l'habilitation. Donc il a fallu faire l'habilitation, c'est une formation. Une formation au tirer au pistolet mitrailleur. Donc on a fait ça en urgence. Donc ça a été l'abattage, j'ai envie de dire. On tirait 3 cartouches et c'est bon, vous êtes habilité. Donc c'était vraiment pour le texte, j'ai envie de dire, l'habilitation. Ça a été ça. Moi, j'ai été habilité en urgence. Donc voilà, non mais faut voir la réalité des choses. Je pense que les gens n'y s'imaginent pas. Vous imaginez pas dans l'état. Excusez-moi, Axel, qu'est-ce qu'on doit s'imaginer? C'est quoi? C'est un côté ubuesque, une administration un peu folle, des ordres et contrôles. Qu'est-ce qu'on doit s'imaginer? On est dans une espèce on a des locaux qui sont totalement insalubres. Il y a des rats. Qui c'est qui va travailler là-dedans? Mon vestiaire, des fois, il est inondé par de l'urine parce que les toilettes débordent. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien.
Nous avons des véhicules, de police. 15% de diminution. Mais j'ai pas dit que c'était la faute. C'est la faute de tous les gouvernements. Je dis pas que c'est pas la faute de tous les gouvernements. Accordez-moi que ça fait longtemps qu'on a diminué les moyens et on a beaucoup insisté sur ce sujet. Il faut repartir à zéro. Moi, je pense que la crise est gravissime, que le dialogue doit être repris. Il est repris. C'est une crise profonde. Hein. Si sont insuffisants et il faut y veiller. Tout ce que vous dites là, croyez bien que, en tout cas en tant que parlementaire, c'est notre travail, c'est notre boulot au quotidien de veiller à ce que vous puissiez travailler dans les conditions parce qu'on vous a confié une mission. Cette mission, c'est de protéger les Français. Et à partir de là, il vous faut les moyens pour que cette mission... C'est pour ça que les collègues sont dans la rue. Il y a un mot. Attendez, chacun son tour. Et là, je dis ça à l'avocat, qui est également Alain Tourret. Il faudra aussi qu'on parle de la réponse judiciaire. Et on va y venir. Attendez, mais d'abord, il faudrait peut-être parler aussi des réponses. Alain Tourret et Emmanuel Valls. La police de proximité était une véritable réponse. Tout à fait. La police de proximité, on y a renoncé. Moi, ce qui me semble, moi, invraisemblable. Les îlotiers. Il y a eu 12 personnes qui ont attaqué 4 policiers. Qui ont été brûlés grièvement. On les a vus sortir en flammes. Ça fait quand même près d'un mois, plus de 3 semaines. Je suis quand même effaré de voir, ils viennent pas de 200, 500 ou 600 kilomètres. Ils n'étaient pas en Syrie, ces gens-là qui ont attaqué. Ils étaient à l'évidence dans un périmètre très proche. Et ils sont toujours pas. Et on ne les a pas arrêtés. Il n'y a toujours pas qui se soit d'arrêter là-dessus. Ça, c'est la démonstration même que la police de proximité n'existe plus, alors même qu'elle aurait été efficace. La République d'Evry, pourquoi il n'y va pas? Pourquoi il n'y va pas, Philippe Vigier? Parce qu'on n'a pas de police de proximité et de renseignement. Il n'y a plus de renseignements. C'est vrai qu'à l'époque, on les aurait retrouvés en 3 jours. Elle craint les réactions terribles des caïds et des racailles et des dealers. Et il se dit, je n'aurai pas les moyens ni les instructions de réprimer les donc qui ont... on lève le pied. Ce ne sont pas des affaires de terrorisme, ce sont des affaires de grands banditisme. De droit commun banditisme. Écoutez Emmanuel Valls, Philippe Vigier, vous avez posé du trafic de drogue. Vous avez posé une question à Emmanuel Valls cet après-midi dans l'hémicycle, réponse du Premier ministre, parfois donc c'est le ministre de l'Intérieur, mais c'est Emmanuel Valls qui vous a répondu. Écoutez, alors c'est un extrait de sa réponse, mais l'essentiel est là, écoutez-le. Il y a cette violence qui existe, mais je veux vous faire partager évidemment en quelques secondes ma réflexion sur la question de la violence. Nous faisons face, c'est vrai, à un problème d'autorité. Ce n'est pas un sujet nouveau. Rappelons-nous des émeutes de 2005. Mais autorité de l'enseignement, autorité du policier, autorité du gendarme, parfois même autorité de l'élu, je pense au maire. Il y a une contestation plus générale de l'autorité. Et puis par ailleurs, il y a une violence dans la société. Moi, ce qui me frappe depuis quelques années, c'est aussi l'élu d'un quartier populaire, des quartiers populaires d'Evry qui vous parle, c'est qu'on est passé à autre chose. Aujourd'hui, on veut tuer des policiers. Ces sujets seront sur la table en fin d'après-midi et j'espère que nous trouverons ensemble la bonne solution parce que, enfin, la place des policiers, elle est d'abord non pas dans la rue, je veux le dire, non pas avec des cagoules. Dernier mot, vous me le permettrez, Monsieur le Président Vigier, je vous dirais, vous savez, pour avoir assumé cette responsabilité pendant 2 ans et aujourd'hui comme Premier ministre, que le pays et les policiers ont une sacrée chance, celle d'avoir Bernard Cazeneuve comme ministre de l'Intérieur. Voilà, ce sondage est labé, puis on reviendra évidemment sur cet hommage que rend Manuel Valls à son ministre Cazeneuve, parce que c'est vrai que certains policiers, quand ils ont traversé pour longer l'Elysée, mais ils ont crié démission au Cazeneuve. Regardez ce sondage, les Français sont aux côtés et près de leurs policiers. 87% des Français ont une image positive des policiers. C'est vrai qu'on se souvient de ces baisers, ces embrassades, ces accolades entre les policiers et les citoyens. Après les attentats du Bataclan. Et au moment de la loi El Khomri, tout a changé. Et tout a basculé. Vous en pensez quoi, vous, le syndicaliste? Bernard Cazeneuve, c'est un bon ministre de l'Intérieur? Il tient ses hommes, il tient ses troupes? Écoutez, c'est un ministre, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Vous retirez le mot bon. Moi, je suis vraiment pas là pour parler du ministre ou pas parler du ministre. Je suis là pour parler des faits, des problèmes que nous avons. C'est important, le ministre. Il donne des axes, il donne des directives. Oui, il donne des directives. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, les directives, on les attend. Pour l'instant, les moyens, on les attend toujours. Il se réveille, j'ai envie de dire, actuellement, parce qu'il y a une explosion dans la police nationale. Voilà, donc ce sont des paroles. Là, j'imagine qu'on va nous annoncer des effets d'annonce, mais bon, voilà, on arrive en fin du quinquennat. Donc, j'ai envie de dire. Moi, je connais Bernard Cazeneuve depuis 30 ans. Parce qu'on est Normands tous les deux. Lui, il est de Cherbourg, moi, je suis de Caen, enfin, en quelque sorte de Vire, plus exactement. C'est un avocat. Il était au Parti radical de gauche avec moi, et nous avons été tous les deux vice-présidents de la région de Normandie. Ça resserre les liens, en effet. Donc, ça fait des liens. C'est un homme de grande autorité et qui est un passionné de la chose publique.
Voilà, ça, nul ne lui reniera cela. Son autorité, il l'incarne dans l'hémicycle. Philippe Moi, Vigier. je salue également le fait que ce soit un homme d'autorité, mais j'ai envie de dire aussi que jusqu'à ce qu'il y ait ces événements dramatiques des attentats, et puis bien sûr cette montée de la violence, de la délinquance et du grand banditisme, il n'avait pas les moyens nécessaires, et les arbitrages politiques n'avaient pas été faits par le président de la République, qui est totalement responsable. C'est lui, c'est le président. En France, c'est comme ça. Le président, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait les arbitrages budgétaires. Donc c'est lui qui, en grande partie, n'a pas mis suffisamment de moyens sur la table, commence à les mettre, mais attention, attention, d'ailleurs ça s'adresse à tout le monde. Si on n'est pas capable, demain, de passer des paroles aux actes, alors là, la révolte, elle va être folle. Valente Saint-Just, le ministre et la politique pénale, parce que c'est vrai que quand on écoute des gendarmes, des témoignages, des policiers qui s'expriment, ils expliquent souvent qu'ils arrêtent les gens et ils sont relâchés. Je pense que M. Cazeneuve a un grand talent de communicant, mais qu'il n'a jamais donné aux forces de police les vraies instructions de réprimer la criminalité et la délinquance. En ce sens, il est tout à fait coupable et il n'a fait que des actions de communication. Et les réponses, je dirais, juridiques, législatives dont on parlait là, à un instant, pourquoi est-ce il a dit d'ailleurs qu'il était hostile, lui, à l'application des permissions pour la gendarmerie à la police nationale. Là, il a changé ce soir. Il évoque l'idée de réfléchir à cette question de légitimité. Il l'a dit, il l'évoque ce soir à l'Élysée. Oui, c'est ce soir. Terrorisme, sur le renseignement et sur les moyens la loi du mois de juin, etc. Mais des lois, vous les empilez. Oui, là, il y a une disposition que le législateur peut faire d'autre. Et qui redonnerait à la police. Qu'est-ce que le législateur peut faire d'autre que de voter la loi? Oui, mais voter la loi sur le plan budgétaire et sur le plan Philippe Vigier, d'autres arbitrages budgétaires. Sur la légitime défense, écoutez. On est tous d'accord pour faire en sorte que ça puisse se mettre en place. Une loi peut être votée. Quand les policiers, la proposition Collard. Et quand les policiers disent que c'est tout à fait souhaitable, en plus ça améliorerait la formation, vous avez évoqué les choses tout à l'heure, ça va dans le bon sens, très bien. Sur les lois d'urgence, franchement, honnêtement, quasiment tout le monde les a votées. C'était des avancées incontestables. Il y a des choses qui ont été reprises. Moi, je ne suis pas là pour servir la soupe au gouvernement. Non, mais je tiens à vous dire que. Je veux revenir sur l'urgence. Le Front National n'a pas voté la loi d'urgence. Quelle erreur! Mais non, là, chacun son tour. C'était des empilements inutiles et vous donnez bonne conscience. Vous n'avez pas voté cette loi. Moi, je vais vous dire une chose, j'étais même favorable à la double échéance de nationalité, et là non plus, vous n'étiez pas présent. Pourquoi vous ne l'avez pas voté? Pourquoi votre parti n'a pas voté? Non, mais au parlementaire. Mais à chaque fois, d'ailleurs, qu'il y avait dans ces dispositions législatives des dispositions très répressives pour la liberté d'aller pas voter finalement, etc., nous l'avons dénoncé en disant que c'était inutile, que c'était des empilements, que le gouvernement et l'Assemblée se donnaient bonne conscience en votant ces empilements, et que les choses et que les mesures nécessaires, notamment en moyens, et par exemple vous-même qui votiez comme ça, n'était pas. On ferme la page. Par opposition Philippe politicienne, et ça c'est pas. Pas du tout, Monsieur Vigier. Quand vous avez refusé de voter la proposition Collard sur la légitime défense, selon la gendarmerie. Vous n'avez pas fait de l'opposition politicienne parce que c'était Collard. Allons. Pas du tout. Moi, j'ai même voté la semaine dernière une taxe sur les transactions financières. Elle aurait été votée il y a 6 mois. Vous voyez, j'ai même reconnu. Vous voyez, non mais vous faites jamais votre autocritique. Et c'est ça que c'est pas bien. Moi j'ai même reconnu que dans le quinquennat précédent il n'y avait pas assez de moyens. C'était pas le jour la responsabilité c'est Sarkozy qui l'avait. Mais pardonnez-moi, donc vous reconnaissez des choses qui ne sont pas difficiles à reconnaître. Ça vous gêne un peu, c'est dommage. Il faut savoir reconnaître que là sur l'état d'urgence vous avez mis à côté de la plaque. Axel Ronde, on va terminer ce débat sur la politique pénale. C'est vrai que Christiane Taubira avait été critiquée en d'autres époques lorsqu'elle était garde des Sceaux. Vous, le policier, vous qui avez des contacts comme syndicaliste avec vos collègues sur le terrain, est-ce que c'est vrai ce qu'on lit de dealers qu'on arrête et qui, quelques jours plus tard, reviennent dans les quartiers? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Et donc, est-ce qu'il faut repenser notre politique pénale? Ou est-ce qu'elle est suffisante et qu'il faut l'appliquer, tout simplement? Je pense qu'elle est suffisante, il faut simplement, effectivement, l'appliquer. Donc on l'applique pas, on est bien d'accord. Mais il faut surtout avoir une autre réponse. Il y a une réponse aussi sociale. On ne peut pas laisser des quartiers à la dérive et à l'abandon avec uniquement... Quel service public ouvert? Les pompiers et la police. Donc le problème, il est là. C'est qu'on a abandonné ces quartiers. Et au niveau du social, il n'y a plus de social. Et la police de proximité était une très bonne chose. C'était une très bonne chose, la police de proximité. On l'a abandonnée. On n'est plus capable d'être au contact de la population. Les policiers, les personnes voient les policiers en urgence.
on arrive dans les cités, on attrape la personne, hop, et on part. Ouais. Voilà ce qui se passe. On n'arrive plus à aller au contact, on n'arrive plus à discuter avec les jeunes ou autres personnes. On n'arrive plus à discuter avec ces personnes. C'est grave. La question des multirécidivistes, ça a été souvent des faits divers terribles qui ont d'ailleurs touché des policiers. Je pense notamment à un policier qui est resté très longtemps entre la vie et la mort, qui avait été tué par balle, blessé par balle par un multirécidiviste, qui avait lui-même été abattu d'ailleurs après par un de ses collègues. Comment on fait pour essayer de tuer ces phrases qu'on entend régulièrement chez les policiers? Moi, je fais mon boulot, j'arrête des gens, mais ils sont relâchés. Non, mais c'est vrai et c'est faux. Bon, on peut tout à fait citer tel ou tel cas anormal, scandaleux, dont acte. Il y a un problème attendez, des peines. Attendez, en ce qui concerne la présence des gens en prison, il n'y en a jamais eu autant. Jamais. Oui, on a battu tous les records. On est à plus de 75 000 personnes. C'est tout à fait exact. Actuellement, on sort 2500 à 3000 matelas que l'on met le soir pour que les gens dorment. Voilà. La situation de nos prisons est une honte. Il faut construire des prisons, dit Manuel Valls. Même quand on est en prison, d'être considéré comme un homme. Comment vous l'expliquez ce paradoxe? On n'est pas un bestiau quand on est en prison. Comment vous l'expliquez ce paradoxe entre des policiers qui se plaignent et des prisons pleines? Mais parce qu'il n'y a pas eu une véritable réflexion sur la prison. Et donc, il n'y a pas eu de véritable réflexion. Nous manquons actuellement d'un certain nombre de constructions, de bâtiments modernes convenant à l'administration pénitentiaire. Nombre de nos prisons sont très vieilles. Certaines remontent au 18e. Philippe Vigier, chacun. Que la réponse de la prison, peut-être il faut voir aussi autre chose. Mais bien évidemment. Mais vraiment une alternative vraie, avec quelque chose de vrai. Pas sur le papier, c'est vrai que c'est magnifique. En l'état de la délinquance française, excusez-moi, en l'état de la délinquance française, et j'espère provisoirement, on ne peut plus penser autant qu'on y pense à ces alternatives, et il faut réformer à l'heure actuelle l'application des peines. Il faut que les gens fassent les peines pour lesquelles ils ont été condamnés jusqu'au bout. Non, mais nous n'avons pas de prison. Les prisons sont occupées. Ce qu'il faut faire, et j'en ai terminé, il faut rétablir, et là vous allez voir, monsieur Vigier, que quand je sais reconnaître, je reconnais, il faut rétablir les peines planchées qui avaient été instituées au début du précédent quinquennat et qui ont été très malencontreusement supprimées par madame Taubira. Il faut que les juges soient obligés de sanctionner sévèrement et que ensuite les criminels et délinquants fassent les peines de prison, notamment pour lesquelles ils ont été. Vous évoquiez François Hollande et la petite phrase, hein, les juges sont des lâches, entre autres, parce que la phrase est plus longue. C'est une phrase qui vous choque. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui des juges qui ne sanctionnent pas assez? Non, mais le juge, au-delà de la phrase de François Hollande. Ce qui est incompréhensible pour les policiers, c'est certaines remises de peine qui font que les voyous, les malfrats, ils les retrouvent face à eux quelques jours. Très rapidement. Je veux dire trois choses. La première, l'abandon de la politique de la ville parce qu'il y a des crédits qui ont diminué sensiblement. Des taux de chômage à 25, 30, 40%, ça fait partie d'une partie des explications de cette explosion de violence. On ne peut pas laisser des jeunes sans activité. Et pardonnez-moi le chômage, parce que ça nous ramène quand même à ce cancer généralisé. Il baisse le chômage, Philippe Vigier. Baisse du chômage. Et combien d'augmentation depuis 2012 900 000 chômeurs en plus. Je termine. Je vous ai pas. Attendez, permettez. Je vous ai écouté. Premier sujet. Deuxième sujet, il manque 10 000 places de prison. Alors, donc il faut construire. Chacun le sait. Moi, j'ai un centre de détention dans ma ville, à Châteaudun. J'y vais régulièrement. Et encore, ça fait partie des programmes qui ont été construits dans les années 95. On va dire que c'est convenable. Mais partout ailleurs, c'est franchement inacceptable. La troisième chose, regardez, la politique de sortie de prison. Quand vous avez des détenus, nous, ce sont les fins de peine. Donc des gars qui ont été condamnés, souvent des garçons, à 15, 20 ans. Et ils viennent faire les 5 dernières années. L'insertion à la sortie de la prison. Les crédits en sont où? Ils sont en chute libre. Et enfin... Donc ils sont livrés à eux-mêmes et sortis. Livrés à eux-mêmes, les associations n'ont plus les moyens d'accompagner. Et la quatrième chose, sur les peines planchées et les remises de peine, je vous dis les choses franchement, il y a des remises qui ne devraient plus être faites. Enfin, tout dernier il faut libérer les prisons. Les travaux d'intérêt généraux. Moi, j'en fais dans ma commune. Vous voyez, j'ai eu des gamines de moins de 16 ans, qu'on fait des sigs salafistes dans la commune. Avec le procureur, on s'est mis d'accord, il y a eu du travail qui a été fait. Franchement, ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens et qu'il faut mettre plus en application. Ça ne coûte pas cher, ça ralentit. Il y a actuellement des tas de peines de prison qui ne sont pas exécutées et ce n'est pas. Deuxième chose, les travaux généraux, j'en suis bien d'accord. Troisième chose, je note qu'un certain nombre d'élus sont très favorables à la construction de prisons, mais pas chez eux. Le maire de Nice, M. Estrosi, l'ancien le président de région s'y oppose. Le maire de Fréjus, il n'est pas loin de chez vous, je crois, s'oppose à ce qu'il y ait une prison dans sa commune également. Il faut aussi avoir du courage quand on est un homme politique pour dire qu'on accepte qu'il y ait une prison dans sa commune.
Les policiers, un dernier mot avant de nous quitter. Est-ce que vous avez le sentiment que ce mouvement va durer? Et qu'est-ce qui peut faire arrêter ce mouvement spontané? Qu'est-ce qui peut, ce soir ou dans les jours qui viennent, faire dire aux policiers on peut rentrer dans nos commissariats et on va reprendre le travail? Il y a déjà une transparence, une totale transparence. Par exemple, sur les primes qu'ont nos chefs de service. On parle de primes de 30, 40 000, 50 000 euros. Nous voulons savoir exactement quelles sont ces primes. C'est une très grosse somme. Très grosse somme, oui, tout à fait. Nous voulons savoir exactement, que ce soit transparent, pourquoi notre chef de service a eu une prime, quel est ce montant, notre directeur aussi. Donc ce mouvement dit ça aussi. Elle dit ça aussi. Accompli, des heures supplémentaires non payées. Mais ça, c'est pour les hauts fonctionnaires, j'ai envie de dire. Ils sont complètement déconnectés de la base. Les heures supplémentaires qui ne sont pas payées, tout à fait, aussi. Scandaleux. Donc ce mouvement dit ça aussi. C'est aussi une manière de dire à la haute hiérarchie, parce que attention. Il y a beaucoup de choses. Le problème, c'est que nous avons une direction des ressources et des compétences de la police nationale. C'est pas une direction des ressources humaines. Le mot humain n'existe pas déjà. Vous voyez, déjà, qu'on parle déjà des choses concrètes. Nous n'avons pas il n'y a pas assez de côté humain. Nous avons une hiérarchie qui utilise du management moyenâgeux. Qu'elle ne maîtrise pas du privé, en fait. Elle ne maîtrise pas, elle n'a pris que les mauvaises choses et le côté humain n'existe plus. Merci Axel Ronde de nous avoir fait partager à la fois votre point de vue et votre quotidien. C'est important aussi d'entendre la réalité concrète du terrain. Merci Alain Touré, député PRG du Calvados, vous êtes aux côtés d'Emmanuel Macron. Merci à Philippe Vigier, député UDI de Réloir, président du groupe UDI ici à l'Assemblée nationale, et vous soutenez Alain Juppé. Et merci Valorant de Saint-Just, vous êtes le trésorier du Front National et conseiller régional. Et vous ne connaissiez donc pas Rodolphe Schwartz, vous nous l'avez dit ce soir sur le plateau. Noir, c'est noir. C'est-à-dire que les modes de sélection laissent. Ça veut dire que les modes de sélection quand même laissent quelque peu à désirer. Je n'aurais pas dû prononcer cette phrase. Merci Axel Ronde, vous êtes le représentant de la CGT Police et gardien de la paix sur le terrain. Demain on s'intéresse à Calais parce que l'évacuation se passe convenablement. 4e jour d'évacuation, on vient s'intéresser à ce sujet évidemment. Puis l'après, les mineurs et savoir où vont évidemment ces réfugiés, ces migrants. On en parle demain soir en direct, je serai là. Bonne soirée et merci à vous quatre. Le dimanche, c'est soirée cinéma sur LCP, un film et un débat, c'est grand écran. LCP, donnons du sens. Question d'info présentée par Frédéric Aziza en partenariat avec l'AFP Le Monde et France Info dans un instant. La parité, une promesse récurrente des hommes politiques. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Le président du groupe, c'est un homme. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est un homme. Les prochaines élections législatives renverseront-elles la tendance? Et surtout, la parité va-t-elle s'imposer aussi dans les esprits? LCP Le Mag, ce soir à 21h15.